Et ma colère, en fait, elle vient d'un sentiment, depuis que François Hollande est président de la République, un sentiment qui existait déjà avant, mais qui aurait dû s'arrêter à partir du 6 mai 2012, un sentiment d'impuissance et un décalage que j'observe entre notre volonté de changer le monde, enfin, en tout cas, moi c'est pour ça que je me suis engagée en politique, c'est pour essayer de transformer le réel, transformer la société et améliorer les conditions de vie, principalement des salariés, ça fait quand même pas mal de monde. Et donc le décalage entre cette volonté-là, pourquoi est-ce qu'on s'engage en politique, pourquoi est-ce qu'on pense que le fait que des individus doués de raison se mettent ensemble et prennent des décisions, ça peut changer la vie des gens. Et la réalité qu'on observe aujourd'hui, c'est que quand il y a des individus doués de raison qui se mettent ensemble, ça peut changer la vie des gens, mais plutôt dans le mauvais sens, y compris quand c'est la gauche au pouvoir. Parce que je ne suis pas de celles qui disent que François Hollande ne fait rien, qu'il n'a pas de stratégie, qu'il ne sait pas où il va. Je pense qu'il y a une stratégie, qu'il sait très clairement où il va, simplement je pense qu'il ne va pas dans le bon sens. Et ce sentiment d'impuissance, il est alimenté par une litanie permanente qu'on entend depuis des années, mais qui ne s'est pas arrêtée justement le 6 mai 2012, qu'il n'y aurait pas d'autre solution possible. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Jean-Marc Ayrault a commencé sa conférence de presse pour annoncer la réforme des retraites proposée par le gouvernement socialiste. Il a commencé en disant « Nous faisons cette réforme parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible ». C'est d'ailleurs ce qu'a dit Manuel Valls à peu près, au lendemain de l'élection européenne. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'alternative. Il voulait évidemment parler de l'alternative à gauche, mais il voulait aussi dire qu'il n'y aurait pas d'alternative à la politique menée. Et c'est quand même assez cruel, je trouve, pour les militants politiques, en tout cas moi, qui ai été éduqué notamment dans cette idée que Margaret Thatcher était quand même un gros problème pour la société anglaise et en général pour le monde en matière économique et sociale, de voir des dirigeants socialistes de premier plan reprendre en fait à leur compte ce « There is no alternative » de Margaret Thatcher. C'est un peu comme s'il y avait une case de notre histoire politique. Je dis notre parce que je m'inclus dans cette responsabilité collective. Enfin, moi j'ai été militante socialiste au Parti socialiste pendant 13 ans. Donc je pense qu'on a toutes et tous, évidemment à des degrés divers, hein. Je ne dis pas que j'ai le même niveau de responsabilité que François Hollande, mais je pense qu'on a quand même toutes et tous des responsabilités dans ce qui est en train de se passer. Et c'est comme s'il y avait une case de notre histoire politique, une case de notre cerveau qui s'était effacée, comme si en arrivant au pouvoir on avait appuyé sur formater et qu'on avait fait disparaître tout un tas de fondamentaux de la gauche, à la fois de notre pratique politique, mais ici aussi de notre imaginaire et de nos idéaux. Et il y en a un qui manque sacrément, je trouve, c'est l'analyse du rapport de force, qui manque sacrément à ce gouvernement. J'ai le sentiment qu'on oublie parfois que la politique, c'est pas des mathématiques, que la politique, c'est plutôt... j'avais 0,5 de moyenne en physique en terminale, mais c'est plutôt de la physique ou de la chimie, quoi. Et moi, je l'ai vécu dans deux grandes campagnes qui, je pense, ont marqué et continuent, enfin voilà, marqueront tout au long de ma vie militante. La première, c'est la campagne du CPE contre le contrat première embauche, donc en 2006. Quand on est arrivé sur les facs, moi à l'époque j'étais syndicaliste étudiante à l'UNEF, quand on est arrivé sur les facs, les jeunes ils nous disaient mais franchement, vaut mieux ça que rien du tout, hein. Vaut mieux ça que rien du tout. Le défaitisme et la fatalité. Et on a mis 1 mois et demi à retourner les campus, on les a vraiment retournés, quoi, c'est-à-dire que tous les matins, toutes les amphis, toutes les interbes, on allait partout, et en 1 mois et demi, on avait changé le niveau de conscience de la population étudiante. On était passé d'une majorité de jeunes qui nous disaient il n'y a pas d'autre solution, franchement, ça voilà, à une majorité de jeunes qui ont décidé de se mobiliser contre ce contrat première embauche. Donc c'est pas mathématique la politique, c'est de la chimie, quoi. On peut faire changer la conscience des gens, on peut faire changer la réalité en menant des campagnes et tout simplement en faisant de la politique. Puis la deuxième campagne, qui était l'année d'avant, c'est le traité constitutionnel. Parce que quand même, quand on a commencé la campagne du non, moi je faisais la campagne du non socialiste, qui avait été lancée par des personnalités comme Henri Emmanuelli notamment, je veux dire, c'était dur, hein. Les gens ils nous disaient mais attendez, vous êtes contre l'Europe, vous êtes des europhobes, etc. Et en 3 ou 4 mois de campagne, on a réussi à convaincre la population qu'on pouvait être contre ce traité-là, qui est un traité libéral, mais pour l'Europe, pour une autre Europe. Donc la politique, elle ne peut pas se faire sans construction du rapport de force. Et moi, ce qui m'a particulièrement frappé depuis que la gauche est au pouvoir, c'est qu'on a quand même été capable d'analyser ça quand Sarkozy était au pouvoir. À la fin de 10 ans de sarkozysme, on a quand même, enfin 5 ans de sarkozysme, mais en fait 10 ans de sarkozysme, 10 ans de droite au pouvoir, on analysait très bien à gauche comment ça avait transformé radicalement les consciences, comment ça avait augmenté le rapport de force du patronat, par exemple, vis-à-vis du rapport de force du mouvement social, comment, en détricotant tous les outils du mouvement social, Sarkozy avait transformé le rapport de force dans la société française, et je trouve que c'est incroyable qu'on ne soit pas capable de le faire. Et moi, il y a un truc... Mais au-delà de ça,
c'est vrai que l'abstention est un message politique majeur, parce qu'on est dans une abstention qui, pour une part d'entre elles, est vraiment politique. Il y a un choix politique de ne plus aller voter, qui dit en fait, c'est tous les mêmes, c'est tous la même chose, et c'est aussi là-dessus que le Front National fait son beurre tous pourris, UMPS, etc., etc. Et je pense qu'il y a une urgence à changer le logiciel politique, à la fois dans le contenu des politiques qui sont menées, mais aussi dans la façon de faire de la politique, dans la façon d'exprimer, de représenter la politique, parce que sinon, on va continuer à alimenter, en fait, même si on ne veut pas, ce discours politique du Front National. Et puis le dernier élément, donc problème stratégique, manque de réflexion autour de la construction d'un rapport de force, problème démocratique. Voilà, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur les décisions qui sont prises dans un bureau à 4 personnes, généralement des hommes, et généralement des blancs, et généralement des riches, qui prennent des décisions entre eux pour l'ensemble, qu'on fait les grandes écoles, bon, on peut, voilà. Et puis il y a aussi un problème de fond, je ne m'attarde pas non plus dessus, on en a beaucoup parlé. Moi, quand j'ai entendu un ministre socialiste parler de ras-le-bol fiscal, j'ai failli lui envoyer le livre de Lim, Vive l'impôt. Je failli attendre. Mais vous voyez, il y a quand même ils ont détruit la pensée de gauche, quoi. Ils sont en train, ne soyons pas complètement défaitistes, ils sont en train de détruire méticuleusement la pensée de gauche. Et par là, à mon avis, et c'est ça qui est grave dans la politique qui est menée aujourd'hui, c'est qu'à la fois, elle ne change pas la vie des gens, voire elle la change en aggravant la situation sociale des gens. Je vous prends un exemple, le gel du point d'indice des fonctionnaires. Bon, c'est un problème pour les fonctionnaires, mais par ailleurs, ça creuse juste les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Donc, on va d'un côté avoir un gouvernement qui nous dit on va faire l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui va prendre une mesure structurelle, qui va concerner des millions de personnes, et qui va de fait, puisque plus de 65% des fonctionnaires sont des femmes, va concerner en majorité les femmes, et donc va de fait réduire la possibilité de supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, on a un problème sur le fond, mais on a aussi un problème sur la culture politique de la gauche qui est en train petit à petit de disparaître à coup de ras-le-bol fiscal, à coup d'assistanat, je mets des guillemets, hein, c'est pas moi qui le dis, à coup de l'immigration vue comme un problème, à coup de coût du travail, etc. etc. Alors, d'être passé d'un état de colère, quand Sarkozy était au pouvoir, j'étais en colère tout le temps. J'avais tout le temps envie d'aller faire des manifs, etc. Là, je suis en train de passer à un état de sidération. De colère à sidération politique. Et c'est quand même un gros problème parce que la sidération, ça donne moins d'énergie, ça donne moins envie de descendre dans la rue, ça donne moins envie de se battre que la colère. Et je trouve que ça m'a frappé moi pendant la campagne des européennes, donc j'avais présenté avec d'autres, Martine Storti qui était à l'initiative de cette liste dans la salle, des listes aux européennes, des listes féministes pour justement porter l'égalité femmes-hommes comme un projet politique, mais aussi pour dire on peut changer l'Europe, on peut changer la façon de faire la politique, on peut renouer la politique avec le contact citoyen. Ça m'a frappé à quel point, alors que j'avais fait la campagne présidentielle par exemple en 2007, où j'avais des débats sur les marchés dans la rue avec des gens sur le fond, là j'avais même pas le débat sur le fond, parce que je prononçais le mot politique, il y avait quelque chose qui se fermait en face de moi. Et donc un désintérêt du politique qui était installé, qui à mon avis était alimenté par le fait que la gauche au pouvoir donne le sentiment qu'elle faisait peu ou prou la même chose qu'avant, et qu'au final, quoi qu'on vote, ça ne changeait pas grand-chose. Où est mon vote du 6 mai? Où est-ce qu'il est passé? On est 17 millions de personnes à avoir voté pour François Hollande, en effet en partie sur le discours du Bourget. Je ne dis pas que tout le monde avait vu le discours du Bourget et a voté suite à ça à François Hollande. Mais quand même, ça a été un élément de dynamique politique important. Et cette voie-là, elle s'est comme perdue dans la nature. Mais franchement, il faut que les Verts, il faut que Nouvelle Donne, il faut que le Front de gauche, il faut que les socialistes affligés contre l'austérité, consternés, tout ce que vous voulez, se mettent autour d'une table et discutent. Parce qu'on sait bien, même si je vais y revenir, ce ne sera pas suffisant, que les appareils politiques, c'est aussi un des moyens de conquérir le pouvoir. Et que si on considère que la politique qui est menée aujourd'hui n'est pas la bonne, il faut tirer la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut changer les personnes qui font la politique. Donc il faut prendre le pouvoir nous-mêmes. Et pour prendre le pouvoir, il y a bien un moment où ça doit passer aussi par des appareils organisés, des machines politiques, je le dis au sens positif du terme, qui sont capables de se mettre dans une pratique de conquête du pouvoir. Sauf que les Verts d'un côté, Nouvelle Donne de l'autre, le Front de gauche de l'autre, les socialistes de gauche, entre guillemets, de l'autre, ça ne fera pas une conquête du pouvoir chacun dans son coin. Par contre, ensemble, ça peut éventuellement amorcer quelque chose qui peut changer la donne. Ça ne suffira pas. Par exemple, ne plus organiser de réunions, ne plus présenter de listes sans qu'on vérifie qu'il y a une mixité sociale, une mixité d'origine, une mixité de zone géographique d'origine, etc. C'est pas très compliqué, les critères de discrimination, ils sont sur le site du Défenseur des droits, on prend les 19 critères et on vérifie que dans nos organisations politiques, on ne reproduit aucun de ces mécanismes de discrimination. Donc la politique par la preuve,
Deuxième élément, regagner les batailles politiques dans les têtes. Il faut faire une campagne sur la richesse du travail. Enfin, je sais pas, faire une campagne sur le fait qu'il n'y a pas d'assistés, ou alors que les assistés ne sont pas là où on le croit. Faire une campagne sur l'immigration comme une richesse et pas comme un problème, et bon, etc., etc. Et puis dernier élément, qui à mon avis est fondamental, c'est le contraire de ce que fait à mon avis aujourd'hui le gouvernement, c'est qu'il faut refonder les actes politiques sur les intérêts matériels des citoyennes et des citoyens. Je veux dire, aujourd'hui, on ne devrait parler quasiment que de l'emploi et du chômage. On ne devrait quasiment parler que du niveau de salaire. C'est des thématiques qui ont, à part quand les chiffres du chômage sortent et on dit on va inverser la courbe, on parle du chômage, on ne parle pas des créations d'emplois, par exemple. Donc il y a des thématiques comme ça qui sont en lien direct, en prise directe avec la réalité des citoyennes et des citoyens, qui ont disparu de l'espace public. Et moi je pense que si on veut reconquérir le pouvoir, il faudra aussi faire la preuve que la politique, que chaque acte politique, chaque loi, chaque décision politique, elle va changer la vie des gens. Et elle ne va pas changer la vie des gens en amoindrissant leur pouvoir d'achat ou leurs conditions de vie, mais elle va la changer en les améliorant.